Voici le Journal du soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre édition du Journal du soir en ce 2 mai 2019. Eh bien, excusez-nous un peu du retard, parce qu'on a pris un peu de retard. Les gars de sport ont fini un peu plus tard. Et nous, non pas des problèmes techniques, mais des ajustements, disons, de dernière minute. Et ce soir, Carl Brochu, évidemment. Et là, salut Carl, comment ça va ce soir? Oui, je t'entends. Je vais essayer de mettre un peu le son un peu plus fort. Là, est-ce que tu m'entends bien? OK. Et en studio, mesdames et messieurs, Jean-Jacques Nantel. Salut Jean-Jacques, comment ça va ce soir? Ça va très bien. En forme ce soir, c'est Jean-Jacques? Oui, je vais essayer de donner une bonne performance. Oh, ben ça, j'ai confiance en toi, Jean-Jacques, à chaque fois. On peut dire qu'il y a du contenu. Carl, est-ce que tu m'entends encore? C'est bon. Je vais essayer d'éliminer un petit écho qui me chicote un petit peu. Mais en attendant, tout est bon. Ce soir, on va parler de péréquation, mesdames et messieurs. Jean-Jacques est venu nous parler de péréquation parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très... disons, d'actualité, parce que on a vu les élections en Alberta qui viennent de se terminer. Ensuite de ça, il y a évidemment l'oléoduc qui est mêlé à tout ça. Les Albertains ils font, disons... en tout cas, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'est que c'est comme un genre de monnaie d'échange. Si vous voulez notre péréquation, mais vous voulez pas notre gaz, en parlant des Québécois. T'sais. Et François Legault a dit il y a un an, à peu près, moi, la péréquation, j'aimerais bien ça pas en avoir. Et bien évidemment, il y a une façon pour moi de régler ça bien facilement, c'est d'avoir un rapport d'impôt unique au Québec, puis ça finit là. Ben, il y a d'autres ajustements aussi à faire, mais je ne suis pas un économiste, donc je ne peux pas aller trop en profondeur à ce sujet-là, mais les grandes lignes, je pense que c'est assez facile à comprendre. Donc, Jean-Jacques, ce soir, tu vas nous parler de péréquation? Oui, bien essentiellement, je veux surtout montrer que la péréquation, il y a une idée concurrente qui s'appelle les droits de passage, puis je vais vous montrer que la deuxième idée, mon idée, est meilleure que celle de la péréquation. Écoutez, c'est la principale raison pour laquelle la péréquation est le premier argument utilisé par les fédéralistes, c'est parce que c'est une chose très, très simple. Le concept est très simple. Alors, comme on le voit sur l'image actuelle là, qui va apparaître sur l'écran, l'idée de la péréquation qui a été mise dans la tête des gens, c'est que les gens pensent... Là, l'image a disparu. Bon. Les gens pensent que c'est présenté comme ça à la population, que la péréquation, ça vient du pétrole de l'Alberta et que c'est de l'argent qui part de l'Alberta qui rentre au Québec. Alors, c'est très, très simple comme idée. Puis, évidemment, ça dit aux Québécois, si vous vous séparez, vous allez perdre 13 milliards de dollars. Cette année, c'est 12 milliards, mais l'an prochain, ça va être 13 milliards, supposément. Alors, c'est un argument qui est très convaincant parce qu'il est facile à comprendre. Alors... Par contre, cet argument-là, et ça, c'est ça que je vais vous montrer, cet argument-là est en grande partie faux, alors que l'argument des droits de passage, là, on peut enlever l'image, l'argument des droits de passage dont moi je vais parler, c'est un argument qui est tout aussi simple. On peut mettre la prochaine image. Et c'est simplement le fait que la vallée du Saint-Laurent est un point d'étranglement par où passent toutes les communications du Canada de l'Est. La raison est simple, c'est parce que c'est une vallée qui est plate, droite, courte, de basse altitude, et que c'est très économique de passer par là. Alors, conséquemment, toutes les communications du Canada passent
par la vallée du Saint-Laurent. Montréal est un point d'étranglement. Alors, on parle de la Transcanadienne, on parle du réseau de train qui fait le lien entre l'ouest et l'est du Canada. On parle de la voie maritime du Saint-Laurent, on parle des pipelines, du futur gazoduc qui va se rendre jusqu'à Chicoutimi. Alors, les droits de passage, c'est quelque chose, et ça, c'est très important de le comprendre, c'est la péréquation, c'est de l'argent que le Canada nous doit et qu'il va nous payer en double et en triple quand le Québec va être indépendant. Pour la simple et bonne raison que ça se fait partout dans le monde. Alors, prochaine image. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Voici la liste des pays qui imposent des droits de passage ». Les droits de passage, c'est quelque chose qui s'impose dans tous les pays du monde. Je répète, tous les pays du monde. C'est pas une idée que j'ai ramassée sur la planète Mars. C'est quelque chose de tout à fait normal. Quand les gens d'un autre pays traversent votre pays, ne font que traverser votre pays. Et là, on parle en voiture, en autobus, en camion, en train, en bateau, en pipeline, en gazoduc, en avion. Ils doivent payer des droits de passage parce que les droits de passage, ça permet de réparer les infrastructures qu'ils utilisent. Ça permet de couvrir les risques et ça permet de faire des profits. Alors, dans la vidéo dont je parle, j'ai mis, il y a 5 pages de bibliographie. Ce que vous avez devant vous, là, c'est la bibliographie qui montre où est-ce que les gens peuvent aller prendre l'information pour savoir ce qui se passe avec le pétrole. Je parle juste du pétrole dans le cas qu'on voit présentement. C'est combien que les gens chargent dans chaque pays pour le pétrole étranger qui traverse le pays. Alors, c'est quelque chose de tout à fait normal qui se fait dans tous les pays indépendants. Autrement dit, le Québec indépendant va pouvoir imposer des droits de passage comme n'importe quel pays normal. On peut enlever l'image. Alors ça, c'est d'une extrême importance. Maintenant, pour pouvoir comparer les deux idées, et ça, c'est très simple, les gens comprennent très facilement, tout passe par le Québec. Le Québec est indépendant. Ça ne regarde pas ce que fait le Canada pour traverser le Québec, alors ils doivent payer des droits de passage. Et ça, c'est fait partout dans le monde. Maintenant, revenons à la péréquation pour bien comparer les comparables. Alors, si on passe à la prochaine image, on voit que dans la péréquation, l'idée générale, c'est que le Québec est extrêmement choyé parce qu'il recevait en 2018-2019 12 milliards de dollars du programme de péréquation canadien, c'est-à-dire 62% du total de toute la péréquation payée au Canada. Alors ça a l'air extrêmement généreux pour le Canada. Par contre, quand on passe à l'image suivante, on se rend compte qu'au niveau des habitants, le Québec reçoit seulement que 1387 $ par habitant, comparé avec 41 500 pour le Nunavut. Les 3 territoires du Nord au Canada reçoivent de la péréquation, on m'en parlait tantôt, ça s'appelle le TFF. Mais ça vous montre la différence entre ce que reçoivent, ce qui est vraiment important, c'est ce que les gens reçoivent par habitant. Alors, le Québec, c'est 1367, je vais mettre mes lunettes. 1387 $ par habitant, alors qu'au Nunavut, c'est 41 500 $ par habitant, territoire du Nord-Ouest, 28 000, Yukon, 24 000, etc. Il y a seulement que l'Ontario qui en reçoit moins que le Québec par habitant. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. On s'en fout complètement là, que, je ne sais pas, que la Chine soit 1,5 milliard d'habitants. Ce qui est important, c'est la richesse par habitant. Alors, c'est ça le vrai chiffre important. Maintenant, si on passe pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le Québec reçoit, comme on l'a vu tantôt, 62% de la péréquation, puis c'est le deuxième qui en reçoit le moins. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est que le Québec est un endroit très peuplé. Si on enlève l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, le Québec tout seul est 1,6 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. Alors, c'est pour ça que le Québec reçoit beaucoup de péréquation. Pas parce qu'il reçoit beaucoup de péréquation par habitant, c'est parce qu'on est nombreux. On a la population d'un pays indépendant. Alors, maintenant, si on passe à ça, c'est la prochaine chose que je voulais dire. La façon d'obtenir un grand chiffre pour le Québec, parce qu'évidemment, ils ont triché, c'est de prendre seulement que les 10 provinces du Canada.
Alors, ils font comme si le Canada ne comprenait que 10 provinces. Alors, c'est faux. Le Canada comprend également les 3 territoires du Nord, c'est-à-dire le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut, j'en ai parlé tantôt. Ils reçoivent de la péréquation. Ce sont des territoires canadiens et ce sont des Canadiens. Et ils reçoivent, comme je l'ai montré tantôt, des chiffres extrêmement importants par habitant. Il y a également les Autochtones au Canada, qui sont également des Canadiens, qui habitent également des territoires canadiens, qui sont les réserves autochtones. Or, les Autochtones au Canada sont en moyenne plus que 2 fois plus nombreux, 2-3 fois plus nombreux qu'au Québec. Ce qui fait que le Québec paie de la péréquation aux 3 territoires du Nord, ça ne s'appelle pas comme ça, et il paie également de la péréquation aux territoires autochtones, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Là, ça rentre dans les dépenses du gouvernement fédéral pour les Autochtones. Alors, le Québec paie de la péréquation en trop pour les Autochtones du reste du Canada, qui sont beaucoup plus nombreux qu'au Québec. Alors maintenant, si on fait un calcul intéressant par rapport, on met tous les Canadiens, tous les territoires canadiens, on arrive au calcul suivant. Là, je ne vous ai pas mis les détails. Si les gens veulent avoir le détail des calculs, ils n'ont qu'à aller voir sur YouTube la vidéo qui s'appelle « La péréquation, un bel argument de mendiant ». Alors, c'est là qu'ils vont avoir tous les détails des calculs. Là, je vais vous donner ça, c'est déjà tout mâché. Alors, la péréquation qui est officiellement versée au Québec en 2018, c'était de 11,73 milliards de dollars. Si on enlève maintenant la partie de la péréquation qui est payée au Québec par les impôts du Québec, parce que c'est ça qui est faux. L'argent ne vient pas du pétrole de l'Alberta pour la péréquation. L'argent pour payer la péréquation vient des impôts de tous les Canadiens. Bien sûr, les gens d'Alberta paient leurs impôts avec l'argent du pétrole. Mais l'argent vient des taxes de tous les Québécois, de tous les Canadiens, y compris les Québécois. Alors, comme les Québécois paient des impôts au gouvernement fédéral, bien, il y a une partie de la péréquation que le Québec reçoit du fédéral, des 12 milliards, qui sont payés par les impôts du Québec. Alors, c'est dans le calcul que j'ai pris là, j'ai utilisé les chiffres du gouvernement fédéral lui-même. Alors, le Québec paie 3,34 milliards de dollars du 11,73 milliards qu'il reçoit. Ça, c'est selon les chiffres du fédéral qui sont vraiment très bas. En plus de ça, il y a le fait que le gouvernement fédéral fait une dette pour payer toutes ses dépenses, dont la péréquation. Alors, si on enlève ça également, ça, c'est la part du Québec qui est payée par nos taxes, qui sera payée un jour par le Québec. Alors ça, c'est 130 millions, c'est-à-dire 0,13 milliards de dollars. Ensuite, il faut enlever la péréquation, la TFF, qui est payée aux 3 territoires du Nord et que le Québec ne paiera plus quand il sera indépendant. Or ici, c'est 670 milliards. Puis en plus, il y a un excédent qui est versé pour les Autochtones du reste du Canada, qui sont beaucoup plus nombreux que les nôtres, et qu'on ne paiera plus quand on sera indépendant, qui est de 680 milliards. Alors quand on a calculé toutes les péréquations imaginables du Canada et qu'on a soustrait ça de la péréquation versée au Québec, eh bien, on arrive à moins de 7 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 1,6 % du PIB québécois. Alors, ça vous donne une idée. On se fait donner des ordres par le Canada anglais pour 1,6 % de ce qu'on produit. Alors, c'est vraiment pas très fort. On peut maintenant enlever cette image. Maintenant, on passe au droit de passage. Comme je l'ai dit, les droits de passage, partout dans le monde, ça, on parle d'un pays où les gens ne font que traverser, ça compte pour tout. Ça compte pour les voitures, les autobus, les camions, les trains, les bateaux, les pipelines, les gazoducs, les avions, tout le monde. Mais moi, je vais parler seulement du pétrole pour vous montrer à quel point les droits de passage, ça rapporte énormément dans le monde entier. Je vais vous parler seulement du pétrole. Alors, au Québec, les Québécois consomment 350 000 barils par jour. Ce pétrole-là peut venir de différents endroits parce que le Québec, c'est un pays de nature internationale. On peut recevoir le pétrole par la vallée du Saint-Laurent, qui vient d'Arabie Saoudite, de n'importe où, même le Kazakhstan, le Venezuela. Il y en a qui peuvent venir du sud par le pipeline Portland-Montréal, Portland-au-Maine jusqu'à Montréal. Et ça peut venir également de l'ouest, par des États-Unis, ou ça peut venir de... Comment ça se fait que l'image a changé? Ça me surprend. Il est plus censé y avoir d'image. Et ça peut venir également de l'Alberta. Alors, quand c'est
C'est très favorable d'avoir du pétrole qui vient de différentes sources parce que ça permet de négocier, de prendre le pétrole qui est le moins cher. Puis dans le cas du Québec, bien, comme on est ouvert sur le monde naturellement, ouvert sur l'Atlantique par le fleuve Saint-Laurent, ouvert sur les États-Unis par la vallée du Richelieu et ouvert sur l'Ouest canadien et l'Ouest américain par les Grands Lacs. Alors, c'est quelque chose de très favorable de pouvoir choisir sa source de pétrole. Maintenant, au Canada, le pétrole se déplace par différents moyens de transport. Par train, beaucoup, par pipeline, par bateau et par camion de pétrole. Ça, ce sont les différentes méthodes utilisées pour déplacer le pétrole. Évidemment, au Québec, il y a eu le gros accident de lac Mégantic, qui était du pétrole qui venait du North Dakota, qui est rentré par l'ouest du Québec. C'est un pétrole de traversée, là, où il devrait y avoir normalement des droits de passage si on était un pays indépendant, et qui se rendait, qui passait par le Maine pour atteindre le Nouveau-Brunswick. Eh bien, ce pétrole-là a explosé, on le sait, il y a eu 47 morts. Ça a été destruction du centre-ville de lac Mégantic. Alors, ça a été tellement traumatique que la ville de Portland, au Maine, là, la ville qui est sur l'océan Atlantique, où aboutit ils ont passé une résolution disant qu'ils ne voulaient plus du pétrole sale de l'Alberta qui traverserait leur ville. Mais ça n'a rien changé parce que le Canada le pétrole de l'Alberta reste complètement enclavé, ce qui oblige le Canada à sortir son pétrole. Or, depuis le lac Mégantic, comme ils ne peuvent pas sortir par les montagnes rocheuses parce que le projet a été bloqué, comme ils ont eu de la misère à sortir par Keystone XL parce que le président Obama l'avait interdit et que le Québec avait refusé Énergie Est. Alors, depuis le lac Mégantic, les transports par train au Québec, au Canada, sont multipliés par 3. Là, il est intéressant de parler de la géopolitique du pétrole. Le pétrole, c'est, géopolitique des pipelines. Quand vous avez des pipelines, quand quelqu'un veut installer un pipeline dans un pays étranger, alors la première chose qu'il fait, il négocie avec le pays étranger, puis il dit, on voudrait traverser votre... il n'y a pas de problème, installez votre pipeline, on va prendre seulement 10% de droit de passage. Puis dès que le pipeline est installé, la chanson change. Alors les gens commencent à dire, oui, mais une minute, là, nous, maintenant, ça ne sera plus 10%, ça va être 15% ou 20%. Et souvent, il y a simplement du vol de pétrole, parce que c'est du pétrole étranger qui traverse le territoire. Or, les Russes, par exemple, en Europe, se font voler du pétrole par un peu tout le monde, parce que quand le pipeline est installé, il faut le payer, puis vous êtes obligé de supporter la souveraineté des autres pays qui changent. Alors c'est une vraie catastrophe, la géopolitique du pétrole, des pipelines, un peu partout dans le monde, parce que les pays souverains trichent. Évidemment, comme les pipelines, et ça c'est vrai ce que les compagnies disent, les pipelines sont plus sûrs que le train. C'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents, les quantités déversées sont plus grandes, mais globalement, le dommage est moindre. Ça ne roule pas un pipeline, c'est juste un tube. Si personne ne casse le pipeline, le pétrole peut couler à très grande quantité. Alors, les pipelines, c'est prouvé, c'est plus sûr que les trains. De plus, c'est moins cher. Ça coûte 2 fois moins cher de passer par pipeline que par train. C'est-à-dire 15 $ par train par rapport à 7 $ le baril dans le cas du Canada. Alors, les gens ont intérêt à faire transiter leur pétrole par pipeline plutôt que par train. Donc, au Canada, même s'ils ont multiplié par 3 la quantité de pétrole transporté par train, l'intérêt du Canada, on parle évidemment du Canada anglais, c'est de faire passer le pipeline Énergie Est. Le pipeline Énergie Est, contrairement, ça c'est la prochaine image, le pipeline Énergie Est, qui a été temporairement abandonné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est déjà construit jusqu'en Ontario. La portion qui manque, c'est celle qui est au Québec essentiellement et qui va permettre de faire sortir le pétrole par le Nouveau-Brunswick, probablement par le port de Belle-Dune au Nouveau-Brunswick ou par Saint-Jean. Alors, mais le Québec n'en veut pas. Alors, il faut savoir d'abord, pour commencer, qu'au Québec, on peut enlever l'image maintenant, au Québec, il y a plusieurs pipelines. Il y a le pipeline Sarnia-Montréal, il y a le pipeline Portland-Montréal dont j'ai parlé. Il y a plusieurs autres petits pipelines là, qui permettent de transporter le pétrole à différents endroits au Québec. Puis il y a également le gazoduc qu'ils veulent installer à Saguenay,
essentiellement parce que, comme on le voit on le voit mal sur l'image, je ne la remettrai pas, le Saguenay coule dans un sens ouest-est, ce qui fait que c'est avantageux de faire sortir un gazoduc à travers le Québec par Saguenay, ce qui permet ensuite de l'exporter, c'est du gaz liquide, de l'exporter un peu partout dans le reste du monde. Maintenant, le fait que les Québécois aient refusé Attendez une seconde, je pense que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Non, je ne l'ai pas oublié. Alors, pour être sûr de ne pas me mêler dans mes papiers, je vais simplement vérifier quelque chose. 1817. Voilà. Alors, le fameux pipeline Énergie-Est, on peut remettre l'image pour que les gens la voient. Le fameux pipeline Énergie-Est, c'est un pipeline qui coule d'ouest en est, qui montre, qui fait apparaître les divisions naturelles qu'il y a au Canada, dans le Canada, et qui risque de faire exploser le pays. Comme le Québec est prisonnier depuis 260 ans du Canada, là, qui est contrôlé depuis 1867 par la Constitution du Canada, le Canada en a toujours profité. Alors, dans la Constitution canadienne, qui date de 1867, tout ce qui traverse le Québec est de juridiction fédérale. Tout le commerce entre les provinces est de juridiction fédérale. Et tout le commerce entre les provinces et le monde international est de juridiction fédérale. Et ça comprend évidemment les pipelines. Évidemment, comme le Québec est prisonnier du Canada, et qu'ils ont changé la Constitution en 1982 pour nous enlever le droit de veto, le Canada peut en profiter et nous imposer tout ce qu'il veut dans le domaine du pétrole. Alors, les libéraux de Trudeau ont acheté récemment le pipeline Trans Mountain parce que les compagnies privées ont laissé tomber. Et ça a été acheté avec de l'argent qui venait en partie du Québec, à 20% du Québec. Alors, ils nous ont fait payer ça. Et ça, c'est les libéraux de Justin Trudeau qui ont fait ça. Là, le Parti conservateur, on peut enlever l'image, le Parti conservateur se retrouve dans une situation où sa base électorale est dans l'Ouest, alors que la base électorale des libéraux, c'est au Québec. Et évidemment, le Parti conservateur qui risque de prendre le pouvoir, là, selon les derniers sondages, sa base électorale est dans l'Ouest, et dans l'Ouest, ben, ils veulent faire passer le pétrole, surtout l'Alberta. Alors, le Parti conservateur est dans une vraie contradiction, parce qu'il doit servir les intérêts de sa base électorale, qui est dans l'Ouest, et tout en essayant d'obtenir le maximum de députés au Québec. Or, les Québécois ne veulent pas du pipeline. Alors là, il faut qu'ils jouent sur les deux tableaux. C'est très, très difficile à faire. C'est une contradiction fondamentale dans le Canada. Ce qui est probable, puis ça, je m'y attends, c'est qu'ils vont nous imposer le pipeline Énergie-Est. Ils vont simplement, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais il va falloir qu'ils le passent. Là, ils ont gagné sur Keystone XL. Le pipeline Northern Gateway, qui passait dans le nord de la Colombie-Britannique, a été abandonné. Et ils ont acheté le pipeline Trans Mountain qui passe dans le sud. Alors, le Canada anglais pourrait très bien nous l'imposer, tout simplement parce que tout ce qui traverse le Québec appartient au fédéral et qu'ils peuvent changer la Constitution s'ils le veulent avec... Attendez. C'est 7 provinces et 50%. 7 provinces, 50%. 7 provinces et 50% de la population. Et les deux. Non. Ou 50% de la population, ouais. Peut-être. Il faudra que je vérifie. Parce que tu peux avoir l'Ontario, le Québec, qui ont à peu près 50% de la population. Oh, facilement, oui. À peu près. Oui, c'est plus que ça. C'est 14 millions plus 8, là. C'est beaucoup. Mais, bon... Je sais que si tu n'as pas 50% de la population, ça te prend 7 provinces. En tout cas, c'est de la farce, ça. Mais d'une manière ou l'idée, c'est qu'ils peuvent toujours passer. Ils n'ont pas besoin de changer en constitution pour passer le... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le pouvoir de le faire. On ne peut pas se défendre. Le Québec, mais pourquoi est-ce qu'ils changeraient la constitution pour passer le pipeline s'ils n'ont pas besoin de le faire? Ah non, ça serait... OK, ben c'est parce qu'ils peuvent... OK, je me suis mal exprimé. C'est pas pour le pipeline, c'est pour la péréquation. Ils pourraient très bien... Parce qu'il faut comprendre le problème de l'Alberta présentement. L'Alberta, le Québec est en surplus. L'Alberta est en déficit. Le Québec est en surplus. On a des surplus, budgétaires. Et depuis Lucien Bouchard. Depuis... Non. Charest avait fait des gros trous. En tout cas, ça va. On va pas obsessionner là-dessus. Là. Mais essentiellement... Je vais taquiner un peu. C'est ça. Je sais que tu l'aimes pas. C'est ça. Ouais. Mais le point, c'est que
le Québec est en surplus budgétaire. Ouais. l'Alberta... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dette, là, par exemple. Non, il y a une dette, mais je veux dire, l'idée, c'est qu'on a des surplus, on paye une partie de la dette. Là. Ça, autrement dit, on est censé la rembourser. On ne la remboursera pas, mais on est censé la rembourser parce qu'on a des surplus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alberta, l'Ontario, le gouvernement canadien sont en déficit. Puis dans le cas de l'Alberta, c'est 4 milliards de dollars. Ils ont une population de 4 millions d'habitants. Alors, ça veut dire que si c'était la taille du Québec, là, ça serait quelque chose comme 9 milliards dans le trou. Alors, eux, de la façon qu'ils voient ça, c'est qu'ils se disent, c'est nous qui donnons le déficit au Québec, parce qu'on leur envoie 13 milliards par année avec notre pétrole. C'est l'idée que la péréquation vient du pétrole de l'Alberta, ce qui est faux, je l'ai montré tantôt. Alors, dans l'Ouest, ils sont très agacés par ça, parce qu'ils pensent qu'ils ne nous doivent rien. C'est le contraire. Vous ne voulez pas du pipeline, on va vous couper la péréquation. Ils pourraient couper la péréquation. Et ils pourraient également... s'il le voulait. Et s'il coupait la péréquation, essentiellement, le Québec perdrait 82% de ce qu'il reçoit parce que la péréquation dont j'ai parlé pour les territoires du Nord puis pour les Autochtones du reste du Canada resterait. Fait qu'on perdrait beaucoup, mais on ne pourrait pas se défendre. Ça serait vraiment... évidemment, s'il faisait ça, puis qu'en plus, il nous imposait Énergie Est, ce qu'il pourrait très bien faire, bien c'est là que vous verriez à partir automatiquement, vous verriez le Québec réagir. Puis là, on aurait une espèce de coalition, une nouvelle coalition des forces indépendantistes au Québec qui aurait intérêt à voter oui. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, il y a 36% de séparatistes purs. C'est pas difficile d'aller chercher 15%. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'en faisant ça, automatiquement, on aurait avec nous une foule de gens dans le reste du monde, et même au Canada anglais, qui voudraient protéger l'environnement, parce qu'il n'y a pas rien que les Québécois qui sont contre Énergie Est. Alors, si le Québec, par exemple, décidait de voter oui, alors là, on passe à l'image suivante, voici ce qui arriverait. Les Albertains se plaignent parce qu'ils sont enclavés, sont à l'intérieur du territoire et ne sont pas capables d'en sortir. Les Albertains se plaignent que les Américains demandent souvent des rabais de 40% sur le pétrole albertain, sur le prix du pétrole albertain. Alors aujourd'hui, là, le pétrole il est à 61,50 $. J'ai mis un 60 $ US, pour être sûr. Là. Alors si vous multipliez par 40%, les Albertains sont souvent obligés de donner 24 $ US le baril de réduction aux Américains. Alors le volume du pipeline Énergie Est, là on parle dans le cas où le pipeline existerait, le pipeline en question aurait 1,1 million de barils par jour. Leur but, c'est que si l'Énergie Est ne passe pas, le pipeline, ils vont le passer en train. C'est ça le concept. C'est à peu près les mêmes quantités. Il faut qu'ils sortent les mêmes quantités. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire le calcul. Si vous prenez le 24 $ US le baril, comme les Américains, parce qu'on serait indépendant et on ferait comme les Américains, vous multipliez par 1,1 million de barils par jour, puis multiplié par 365 jours par année, ça vous donne 9,64 milliards de dollars US par année. Puis il faut savoir que le dollar US, ben là, il faut multiplier avec le taux de change, ça donne 13 milliards de dollars canadiens. Et je ne parle que du pétrole qui passe par Énergie Est. Alors, vous voyez que si on fait comme les Américains, on demande la même ristourne là, sur le pétrole albertain, seulement pour Énergie Est, c'est 13 milliards de dollars. Et ce qui est très important, c'est que c'est nous qui déciderions à ce moment-là du montant des droits de passage. Alors, puis on n'a pas parlé de tout le reste, là. Le pétrole qui passerait autrement, par train. Mais actuellement, le pétrole qui passerait dans le pipeline, est-ce qu'il passe par train actuellement? Non. Là, actuellement, c'est difficile de savoir parce qu'il cache, après le lac Mégantic, il cache. Mais moi, j'ai repéré au moins 300 000 barils par jour qui passent. Ça, j'ai trouvé la preuve de ça. Mais il y en a probablement plus. Ceux qui habitent dans l'ouest de l'île de Montréal, là, qui voient les trains qui passent, là, ça passe à une vitesse folle, puis c'est des centaines de wagons là, qui sont pleins. Je sais, je sors du métro Saint-Henri à tous les matins. Et puis, souvent, il y a un train qui passe, puis il peut avoir, disons, 100, écoute, ça prend 20 minutes. Avant que le train commence puis il finisse. Alors, 150 wagons. Citernes. S'ils ne passent pas par pipeline, ils vont passer par train. Puis la quantité de wagons qu'ils sont en train d'acheter pour faire passer le pétrole, ben, c'est beaucoup plus fort. Alors, comme ça coûte beaucoup plus cher, je l'ai dit 2 fois plus cher de passer par train que passer par pipeline, c'est pas des cadeaux qu'ils nous font avec la péréquation. C'est de l'argent qu'ils nous doivent. Mais évidemment, si on reste dans le Canada, ils peuvent nous imposer le pipeline
et couper la péréquation. La péréquation, c'est sûr qu'elle va être coupée, parce que ils sont tous en déficit, puis le Québec est en surplus. Ça, ils vont s'arranger pour le couper. Puis en passant, ils n'ont pas besoin de tripoter la Constitution avec ça. Ils ont juste à changer les variables. Il y a des variables calculées la péréquation. La SAQ, ils mettent l'Hydro-Québec là-dedans, etc. Fait qu'autrement dit, là, le 13 milliards, là, si on va chercher, par exemple, je rappelle à l'image suivante, j'ai montré tantôt que la vraie péréquation qui était payée au Québec, c'est-à-dire du vrai argent qui venait de l'extérieur du Québec, c'était de 6,9 milliards de dollars. Puis là, ben, si vous reculez encore, c'est 13 milliards. Fait que même le chiffre qui nous font miroiter, là, le 13 milliards de péréquation qu'on va recevoir l'an prochain, supposément, ben, ça ne sera pas 13 milliards qu'on va recevoir parce que il y a toute la partie dont j'ai parlé tantôt. Autrement dit, on se retrouve avec un énorme gain. Maintenant, on peut enlever l'image si on veut. Ce qui est très important dans le cas qui nous occupe, attendez, je vais enlever ça aussi, c'est que dans le cas des pipelines, dans le cas de tout ce qui est pétrolier, le Québec a avec lui une grande partie du reste de la planète qui sera en accord avec le Québec pour dire qu'il ne faut pas laisser passer du pétrole sale comme ça. Le Portland, au Maine, a dit qu'on ne veut plus du pétrole sale de l'Ontario. Il n'y a pas juste M. Legault qui pense que c'est du pétrole sale. Non, mais le pétrole là, qui passerait dans le pipeline, mettons, là. Oui. Est-ce qu'il serait déjà traité? Ben, ce qu'ils font, c'est que comme ça... Passer du pétrole sale avec une pesanteur comme ça n'aura pas un débit très important. Il faut que ce soit plus fluide. Oui, c'est ça. C'est qu'ils mettent des diluants là, dans ce pétrole-là. Et quand ça arrive au Nouveau-Brunswick, ben là, ils peuvent le modifier. Mais c'est pas un pétrole... le pétrole de l'Alberta, c'est un pétrole lourd. Là. Moi, je dis souvent aux gens, prenez de la melasse, bourrez ça mettez des poignées de sable dedans. C'est ça du sable, du pétrole de sable bitumineux. C'est une espèce de melasse pleine de sable. Fait que pour enlever ça, vous enlevez le sable, vous vous retrouvez avec de la melasse. Fait que pour rendre ça fluide, pour que ça coule dans des pipelines à plusieurs kilomètres/heure, ben, il faut que vous mettiez des diluants. Alors, ils mettent des diluants qui permettent de le rendre liquide. Puis ensuite, ben, vous faites changer le diluant pour pouvoir utiliser le pétrole. Peut-être de l'essence pure, là, je sais pas. Je me souviens, non, effectivement, ils peuvent le faire, mais c'est essentiellement des diluants qu'ils mettent. Pour que ça ne colle pas dans le pipeline, il faut que ça coule. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça coule. Plus c'est visqueux, plus ça coûte cher. Oui, puis là, ben, c'est un problème. Alors, mais le point, c'est que... Probablement la même chose qu'avec le pétrole qui passe dans les wagons-citernes. Il doit être assez... Oui, mais là, c'est moins grave parce qu'il ne coule pas. Il coule pas, c'est ça. On s'en fout que ça soit visqueux. Ailleurs, c'est ça. Puis c'est moins mais grave. ceci étant dit, vous ne transportez pas du sable pour rien. Ben non, c'est ça. Fait que il retire vraiment... puis en passant, c'est extrêmement polluant. Là. C'est une vraie cochonnerie. Alors, le résultat, c'est que dans le monde entier, les gens trouvent que le Canada est très polluant à cause de ses arbres bitumineux. Ils ont déjà détruit une surface de la grandeur de la Belgique en Alberta. C'est vraiment grave. Là. C'est une terre à blé, ça. C'est une terre pour nourrir la planète. Puis ils sont en train de détruire ça. Ils sont en train de détruire... Depuis, c'est une terre qui est... C'est pas tout à fait semi-désertique, mais il n'y a pas assez d'eau. Hein. Ils prennent beaucoup d'eau dans le sous-sol. Tout le centre de l'Amérique du Nord ne reçoit pas beaucoup d'eau. Alors, ils en reçoivent, mais pas beaucoup. Ils prennent leur eau. Ben, ils prennent l'eau des rivières qui coulent, mais ils en reçoivent moins que le Québec, par exemple. Ou ils reçoivent moins que la Colombie-Britannique, ou enfin parce que c'est dans le centre d'un continent, puis les rocheuses empêchent l'eau de passer. Fait qu'ils utilisent beaucoup, notamment aux États-Unis, les aquifères là, au Galala. Enfin, c'est de l'eau souterraine. Là, jusqu'à maintenant, c'est pas très grave. C'est de l'eau qui est là depuis des millions d'années, des quantités folles, mais ça commence à s'épuiser. Puis avec le pétrole, ils en utilisent des quantités folles. Donc là, ils se retrouvent avec de l'eau extrêmement polluante qui finit par atteindre des nappes phréatiques. Fait que moi, le point que je veux mettre en importance ici, sur lequel je vais insister, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui seraient de notre côté si par exemple, si on choquait pour on votait oui faire l'indépendance en disant qu'il faut bloquer le pétrole sale de l'Alberta. Alors, vous auriez tous les environnementalistes, une partie des États-Unis, une partie du Canada anglais, curieusement. Vous auriez des jeunes qui défendent l'environnement. Vous avez tous les gens qui se disent de gauche. Alors, le cas de l'environnement jouerait ici en faveur du Québec. Puis notez une chose au point de vue strictement économique. La meilleure façon de baisser la consommation de quelque chose de très polluant, c'est d'en augmenter le coût. D'où l'importance de mettre des droits de passage.
plus vous mettez des droits de passage élevés, par exemple, si vous mettiez des droits de passage de 100 $ le baril pour traverser le Québec, ben, il y aurait 0 baril qui traverserait le Québec. Ça vaut 61 $ le baril. Bon, le baril de pétrole. Alors, quand vous montez le prix d'un bien, vous diminuez la demande. Alors, mais autrement dit, les droits de passage nous feraient faire de l'argent et diminueraient les quantités. Moins de pollution, plus d'argent. C'est très bon. Il y a une chose très importante aussi, c'est que le pétrole au Canada, c'est un bien de l'axe Est-Ouest. C'est-à-dire, c'est l'Alberta qui veut sortir son pétrole à travers le Québec dans le sens Est-Ouest. Or, le Québec moderne se développe dans le sens Nord-Sud. Nos principaux clients sont aux États-Unis ou dans le reste du monde. Puis ça, bien évidemment, c'est dans le Sud, mais il faut passer par le Saint-Laurent, bien sûr. Alors, vous avez ici un problème typique d'un pays artificiel, qui est de sens Nord-Sud, Est-Ouest, alors que nous, notre économie se développe de plus en plus dans un sens Nord-Sud. Il y a également un phénomène important par rapport au pétrole, puis ça, c'est peut-être plus important encore que les droits de passage qui dépasseraient déjà la péréquation qu'on reçoit. C'est ce qui s'appelle les crédits de carbone, les fameuses taxes de carbone de Trudeau. Là. Ça fait partie de ça, c'est la mentalité. Puis également de ce que j'ai dit tantôt, si vous augmentez le prix d'un bien, vous diminuez la demande. Puis finalement, quand ça monte trop haut, ça disparaît parce qu'il y a une loi en économie qui est la plus importante de toutes, qui s'appelle la loi de substitution. Quand vous avez un problème avec une matière première qui coûte trop cher, tout le monde se met à chercher quelque chose qui coûte moins cher. Puis là, on substitue, on change. Puis là, ben, ça s'effondre. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est un arabe d'ailleurs, il dit l'âge de pierre, c'est pas terminé parce qu'on a manqué de pierre, mais parce qu'on a trouvé quelque chose qui était mieux. Trouver du métal, puis on trouve le bronze, puis après le fer. Bon. Alors, c'est pas le pétrole qui va manquer. C'est le prix du pétrole qui va faire que les gens vont trouver, puis on a commencé avec le solaire. Ça fait seulement quelques temps, mais c'est maintenant comme ça. Le solaire est plus économique que toutes les autres formes d'énergie. Quand, évidemment, vous avez installé vos systèmes. Alors, le pétrole, c'est pas un produit d'avenir, c'est un produit d'avenir pour le plastique. Pour les produits qu'on produit avec ça. On produit toutes sortes de choses avec le pétrole. Mais pour les transports, pour chauffer les maisons, c'est pas l'avenir. Mais les crédits de carbone dont je parle, qui existent déjà en passant entre les provinces canadiennes et certains États américains, on parle, ça va être des quantités folles d'argent qui vont probablement dépasser les droits de passage dont je parle. Alors, le fameux argument du Canada, très facile à comprendre, que la péréquation, ça vient du pétrole de l'Alberta qui s'est donné au Québec, c'est non seulement faux, mais ce n'est pas un argument d'avenir. Tandis que les droits de passage dont je parle, et surtout les crédits de carbone, c'est quelque chose qui va avoir un énorme effet sur l'économie du Québec parce que le Québec va s'enrichir en étant indépendant par l'axe ouest-est, avec les droits de passage juste sur le pétrole, ça dépasse déjà la péréquation, plus tout ce dont on va profiter, dont je parle dans mes vidéos, quand je parle des droits de passage qu'on mettrait pour tout ce qui traverse le Québec, et c'est de l'argent qui nous est dû en passant. Maintenant, dans le sens nord-sud au Québec, c'est assez intéressant parce qu'au niveau énergétique, ça je disais, le pétrole c'est un problème ouest-est, il faut sortir le pétrole dans le sens ouest-est, alors que nous, on vend de l'électricité. Nord-sud. Nord-sud. Aux États-Unis qui veulent en acheter encore plus. On ne pourrait pas en vendre ailleurs que là. On pourrait en vendre en Ontario. Ouais. En Ontario, en passant, la raison pour laquelle ils refusent le pétrole, c'est parce qu'ils ont des centrales nucléaires. Mais les centrales nucléaires, on le découvre aujourd'hui, c'est extrêmement coûteux à fermer. Mais comme on fait partie du Canada, on va payer, nous, le démantèlement des 19 centrales nucléaires du Canada anglais. On a payé pour Gentilly, au Québec. Puis c'est nous qui avons payé, pas eux autres. Ça veut dire que ils refusent d'acheter notre électricité, qu'on a payé en totalité, puis ils nous font payer indirectement le démantèlement de leurs centrales nucléaires. Puis on parle de gros problèmes, hein, parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire avec ces cochonneries-là. Là. C'est vraiment un problème qui, pour des centaines de milliers d'années, c'est très grave. Ils veulent essayer d'enterrer ça dans des dômes de sel ou dans des... C'est un problème extrêmement coûteux. Alors, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le Québec vend énormément d'énergie dans le sens nord-sud, et le maire de New York a dit qu'il allait acheter des surplus du Québec. Il vient de dire ça, parce que c'est... Fait qu'autrement dit, encore une fois, au Québec... 10 milliards. Oui, il vient d'acheter 10 milliards, mais en fait... il pourrait... Mais même si c'était pas ça. Mais au Québec, on a beaucoup... il reste à peu près 40-45% du potentiel à harnacher.
pour l'hydroélectricité. Le Québec a plusieurs avantages de ce côté-là parce que nous autres, on a un territoire qui est ce qu'on appelle le bouclier canadien. C'est des vieilles montagnes, là. Ça a 3 milliards d'années, 2,5, 3 milliards, c'est très vieux. Alors, au-dessus de nous, là, il y avait peut-être 4000 mètres de roches à un moment donné, puis les roches ont été usées, ce qui fait, puis ensuite, il y a eu des glaciations. Alors, ça fait que notre territoire est un territoire relativement plat, avec beaucoup de petites vallons comme les Laurentides, et ça fait donc de beaux endroits pour faire d'immenses lacs de retenue d'eau, sans qu'il y ait de fissures pour que l'eau, parce que c'est d'anciennes montagnes là, qui étaient très hautes. Alors, le résultat, c'est que c'est très facile de faire des barrages très payants au Québec, faire de l'hydroélectricité. C'est le seul endroit en Amérique du Nord où on peut accumuler de l'énergie derrière les barrages. Partout ailleurs, il faut que ça soit fabriqué au moment où vous les consommez. Les Américains ont déclaré, c'est les Américains qui déclarent ça, que au Québec, il y avait 2 actifs stratégiques pour les États-Unis qui sont les barrages de Baie James, parce que ça alimente en électricité la côte est américaine, et bien sûr la voie maritime du Saint-Laurent. En plus de ça, le Québec est situé dans un axe nord-sud pour les attaques nucléaires qui pourraient se produire sur les États-Unis. Vous vous souvenez de la crise des missiles à Cuba des années 60? C'est parce que Cuba était placé dans l'alignement de la population qui est installée le long de la côte est américaine. C'est-à-dire que si le missile rate une ville, il tue quelqu'un un peu plus loin. Fait qu'autrement dit, c'est un axe très dangereux, puis le Québec est dans le même axe que Cuba. Alors, les Américains, puis de plus, les Américains ont besoin de nous pour se protéger, là, c'est la défense périphérique du continent, par rapport aux cellules dormantes qu'il y a à Montréal, là, qui veulent attaquer les États-Unis. Autrement dit, les Américains ont intérêt à avoir notre énergie. Ils ont également intérêt à avoir l'énergie de l'Ouest. Mais les avantages pour les Américains au Québec, surtout avec notre énergie propre, n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Autrement dit, la péréquation est un argument qui est très simple et très facile à comprendre, mais qui est faux, alors que l'argument des droits de passage est également tout aussi simple, tout en étant vrai, parce que ça se fait partout comme ça sur la planète. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui, c'est évident que ceux qui ont des questions, mesdames et messieurs, vous n'avez qu'à les poser sur le clavardage et ça nous fera un plaisir d'en parler à Jean-Jacques et par le fait même, s'il y a des commentaires aussi, on va vous lire également. Hugo Girard nous dit que le pétrole des sables bitumineux qui coule dans les pipelines est plus clair que le pétrole ordinaire. Et lors des fuites de pipelines, ça coûte 2 fois plus cher pour, évidemment, nettoyer tout ça. Je prétends pas que c'est pas sale, le pétrole. Quand il y a un déversement, en passant, le pipeline Énergie Est traverse, c'est plus de 200 rivières ou ruisseaux au Québec, là. Puis depuis, ils veulent passer en dessous du fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, c'est un fleuve, je sais, j'ai travaillé là, j'ai fait des levées bathymétriques. Le fleuve Saint-Laurent, c'est un fleuve qui est souvent parcouru par des mini-icebergs. Si vous mettez un pipeline en dessous, là, vous avez affaire à bien l'enterrer. C'est dangereux. Puis s'il y avait une catastrophe écologique à cause du pipeline Énergie Est, ou comme au lac Mégantic, c'est long, coûteux à réparer. Et dans le cas du fleuve Saint-Laurent, là, ça polluerait le territoire où vivent 80% des Québécois. Quand je parle des droits de passage, je dis souvent, ça sert à payer les infrastructures, puis à couvrir les risques également, plus un profit. Dans le cas de lac Mégantic, on a reçu 0. Et c'est les Québécois qui ont tout payé les réparations. On a enterré nos 47 morts. Il y a eu des blessés aussi. Puis on a payé tout avec nos taxes municipales, provinciales et fédérales. Puis le fédéral, encore une fois, il n'y a pas une pièce qui dépense au Québec qui n'est pas due au Québec. Ça n'existe pas, ça. C'est le Père Noël, là, l'histoire de péréquation, c'est des blagues. Alors, le problème du pétrole sale qui explosait à lac Mégantic ou qui pourrait, dans le cas d'un pipeline, faire un épadage catastrophique, ça serait très important qu'on le contrôle, pas seulement par des droits de passage, également par de la réglementation, parce que si
on avait du pétrole étranger qui traversait notre territoire à tout bout de champ, puis qu'on avait le contrôle de notre territoire, ce qu'on n'a pas présentement à cause de la Constitution canadienne, on mettrait des règles beaucoup plus sévères, puis probablement que la catastrophe de lac mégantic ne serait pas survenue. Question de Claudine Lépine qui nous demande, est-ce que c'est vrai que ça prend l'approbation du Canada pour vendre de l'électricité à New York? Et suite à cette question, j'ai un commentaire de Chantal Marquis. Et parce que moi, j'ai dit oui, j'ai répondu oui. Parce qu'il faut qu'il y ait une approbation du Canada parce qu'on s'en va à l'international. Voilà. Mais je crois que... Mais ça va se faire... Ils n'ont jamais dit non. Non, c'est ça. En passant, ils marchent sur des œufs au Québec. La péréquation, on parlait de péréquation tantôt. Péréquation, ça a été de 1957 jusqu'à nos jours, puis ils parlent de l'enlever. C'est curieux, c'était juste la période où le Québec montait en puissance. Ouais. Et commentaire de Chantal Marquis qui nous dit « Et pourquoi faudrait demander la permission? » Et Jean-Jacques a répondu un peu, Chantal, là, mais enfin, l'Alberta vend bien son pétrole aux États-Unis. Est-ce qu'il a demandé l'approbation d'Ottawa? En principe, oui. Ça se fait de facto. Là, oui, ils ne font pas. Le Canada serait bête de... Le Canada, il faut bien comprendre, je l'ai déjà dit, c'est un pays de l'axe ouest, qui a 5000 km de long, 300 km de large. Tout le reste, c'est des matières premières qu'on essaye de vendre aux États-Unis, là, soyons sérieux. Alors, si le Canada se mettait à couper... Il s'est passé quelque chose en 2001, là, lors de l'attaque du 11 septembre. Les Américains ont dit « Hey, Canada, là, commencez à surveiller ce qui se passe. Canada, je me souviens plus c'est qui est au pouvoir. Je pense que c'est Chrétien, d'ailleurs, je suis pas sûr. Il a dit « Ben là, nous, on va faire notre... » ils ont dit « C'est comme ça. » Ils ont bloqué tous les camions à la frontière. On a tout inspecté, pas qu'il y ait de bombes. Le Canada a tout de suite cédé. Parce qu'ils ne peuvent pas rien faire. Là. Le Canada, ça dépend complètement des États-Unis. Là. La structure de la population le dit. Et les axes... il y a aussi un partenariat, là, quand même. Tu sais, quand on ne parle que... du 11 septembre, quand les États-Unis ont décidé d'arrêter la circulation aérienne partout en Amérique du Nord, l'aéroport de Montréal, tous les aéroports de l'Est de l'Amérique du Nord, là, ça a servi. Tout le monde a posez-vous, là, puis regarde, il n'y a personne qui vole dans les airs. À Gander, en Terre-Neuve, c'est le territoire le plus proche de l'Europe. Il y avait des avions, une quantité folle d'avions qui étaient sur le gazon. Là. Ils ont sorti les avions, puis posez-vous. Puis ça a pris 1 heure à peu près, tout le monde était au sol, puis personne n'avait le droit de quitter l'appareil. Ils ont tout inspecté, chaque appareil, ils ont été vérifiés c'était qui. Alors, c'est sûr qu'il y a une coopération, mais c'est ce dont je parlais tantôt. Puis c'est le plus gros partenaire économique. Oui, c'est pour ça que le Québec... est-ce que le Québec fait plus d'affaires avec les États-Unis ou l'Ontario? C'est 50% de nos exportations totales. Ça a été 70%. En fait, c'est parce que les chiffres sont un peu difficiles. Ça peut jouer, mais c'est plus que 50% qui vont aux États-Unis. Okay. C'est que l'axe nord-sud gagne progressivement. C'est vrai partout au Canada, parce que c'est une question d'économie, là. C'est de la géopolitique. Là. Un pays, ça se bâtit pas à coût d'1 million de dollars, 1 milliard de dollars, 10 milliards, c'est pas de même que ça marche. Un pays, ça se bâtit à coût de 25 cents, de 5 cents, de 10 cents. C'est que tout ce que vous faites, vous vous organisez pour que ça soit le moins coûteux possible. Par exemple, la salle ici a été organisée pour essayer d'obtenir le meilleur avec l'espace disponible, etc. Et ça, c'est ce que les êtres humains font systématiquement tout au long de leur vie, puis qu'un peuple fait. Alors, vous avez... l'organisation d'une ville comme Montréal, par exemple, c'est le résultat de 4 siècles de travail par des gens qui ramassaient des 30 sous puis des piastres. Alors, quand vous avez un continent, c'est vrai à toutes les échelles. Alors, dans le cas du continent nord-américain, le Canada, qu'on le veuille ou non, c'est une partie de l'Amérique du Nord, c'est une partie des États-Unis. Puis quand les Américains, ça fait longtemps qu'ils font ça, quand les Américains parlent des affaires internationales des États-Unis, ils parlent de l'Europe, ils parlent de l'Asie, ils parlent d'Amérique du Sud, ils ne parlent pas du Canada. Pour eux, ça va. Puis pendant très longtemps, le Canada et les États-Unis ont été les deux plus grands partenaires commerciaux au monde. Mm-hmm. Parce que c'est carrément intégré, les frontières sont complètement artificielles. Alors le résultat, c'est que les Américains ont besoin de nos matières premières, et nous, on a besoin des États-Unis pour défendre le territoire, pour nous vendre toutes sortes de produits. Alors le résultat, c'est que les Américains, le gouvernement fédéral canadien, je pense pas
qui ait un jour interdit la vente d'électricité ou la vente de pétrole aux États-Unis. C'est plutôt le contraire. Ils essayent de l'augmenter. Parce que ça serait un maudit beau prétexte pour faire la promotion de l'indépendance du Québec, hein, en passant. Question de Claudine Mercier et à toi, Jean-Jacques. Quelle est la différence entre sortir le pétrole du Québec ou de la Colombie-Britannique? Ça, c'est de la géopolitique pure. On sait qu'en Colombie-Britannique, c'est un gouvernement néo-démocrate. Ouais. Donc, plutôt de gauche et vert, disons vert. Ouais. Ben, ça ne veut plus dire grand-chose, là, parce que je pense que le gouvernement néo-démocrate albertain, son nom, c'était Rachel comment est-ce que ça s'appelle? Notley. Premier geste qu'elle a posé quand elle a été élue il y a 4 ans. Admettons qu'elle a été élue un lundi soir, disons. Ouais. Ben, le mardi matin, là, elle a rassuré les compagnies pétrolières que rien ne va changer, tout c'est NPD. Ah, c'est la base. Oui, c'est la base, puis la base d'économie. Donc, question de Claudine Lépine, c'est quoi la différence entre... Parce qu'il peut y avoir un changement de gouvernement quand même aussi en Alberta. Oui, mais vous savez, Karl Marx disait quelque chose qui était très vrai. Il disait que c'était l'infrastructure, ce qu'il appelait l'infrastructure économique, qui décidait de la culture puis de la structure politique, culturelle, sociale d'un pays. C'est-à-dire que c'est ce dont vous dépendez économiquement qui fait que vous allez développer une culture qui va vous aider à le développer. Alors, l'Alberta... c'est un peu les Albertains qui sont un peu... Ils sont pris avec le pétrole. Fait qu'ils ont développé leur économie, leur culture... Sur leur pétrole. Sur le pétrole. Fait qu'eux autres, ils étaient habitués avant d'avoir de la richesse. Ça coulait à 120 $ le baril. Là, ils étaient morts de rire. La Terre-Neuve aussi. Le meilleur exemple, c'est les Arabes d'Arabie Saoudite. Les Arabes d'Arabie Saoudite ne travaillent pas. Ils ont fait venir des étrangers pour faire le travail. Parce que c'était des nomades d'abord, c'était des gens qui étaient dans le désert, puis là, ils ont été urbanisés, puis là, l'argent a commencé à couler. Alors, les gens, ils sont... Fait que leur culture s'est développée parce qu'il y avait du pétrole. Les Japonais, ben, il n'y avait pas le choix. Il n'y a rien au Japon. Fait que les Japonais ont développé une culture de travailleurs. Fait que, bon. Autrement dit, c'est pas vraiment le gouvernement néo-démocrate libéral. Non, s'ils ont du pétrole, il faut qu'ils fassent le mieux qu'ils peuvent. C'est évident. Puis même si c'était des communistes, ils développeraient... même si c'était des nazis, ils développeraient le pétrole parce qu'ils sont assis dessus. Carl, je ne sais pas si Carl, si tu as une question, tu n'as pas parlé beaucoup depuis le début. Est-ce que... J'ai pas fini de répondre à la question. De la Colombie-Britannique et le Québec. Ça va être court. Essentiellement, c'est une question purement géopolitique. Les gens se disent, l'Alberta, si vous regardez l'Alberta, je ne sais pas si on peut remettre première image de toute, là, où on voit péréquation. L'Alberta, c'est juste à côté de l'océan Pacifique. Mm-hmm. Puis ceux qui veulent acheter du pétrole aujourd'hui sont en Chine. Logiquement, les gens se diraient, ils ont juste à aller... non. Il y a des montagnes rocheuses qui ont 3000 mètres de haut. Ça coûte extrêmement cher de franchir les rocheuses. Et de toute façon, c'est totalement sans importance. Parce que vous avez... l'idée, c'est de faire sortir le pétrole de la façon la plus facile possible. À travers les rocheuses, ça coûte très cher. Ça prend des stations de pompage, ça prend toutes sortes de structures. Tunnels, parfois. Les Autochtones ne veulent pas. Tandis qu'à travers le Québec, ça coule, hein, ça descend. Alors, c'est plus facile, c'est par gravité sur une grande partie du trajet. Maintenant, c'est sans importance que le pétrole sorte à gauche ou à droite, parce que c'est un marché mondial. Le pétrole sur le marché mondial, aujourd'hui, c'est 61,50 américains. Alors, l'idée, c'est d'atteindre des océans pour le sortir. Mais ça coûte beaucoup moins cher de passer par le Québec. Le pipeline Énergie S est de 1,1 million de barils par jour, alors que le Northern... Keystone XL, c'est 700 000 à peu près. Puis Keystone XL, c'est quelque chose comme 400, 450 000. Autrement dit, le long pipeline qui va jusqu'au Québec transportait presque autant de pétrole que Keystone XL puis Northern Gateway ensemble. Parce que c'était plus facile de sortir. Le tube était plus gros. Mais il y en a déjà des pipelines au Québec. Il y a plein de pipelines au Québec. C'est des petits pipelines qui transportent entre Québec, Montréal, entre Saint-Romuald, etc. Ça se promène un peu partout. Il y a du gaz aussi. Il y en a à Montréal. Quand vous avez du gaz chez vous, c'est un petit pipeline qui passe en dessous de la rue. Bon, c'est un tuyau. Fait que les pipelines, c'est très, très courant. Le problème avec Énergie S, c'est la provenance du pétrole, qui est sale, qui est un pétrole qui détruit l'environnement. Puis le fait que les Québécois sont tannés de se faire manger à laine sur le dos. Alors, mais c'est plutôt... se faire donner des ordres. On entend plutôt l'argument environnemental.
Oui, bien sûr, oui, mais il y a également l'argument économique. Comme je vous dis, là, comment est-ce qu'ils ont gardé le Québec dans le Canada? En nous disant que la péréquation, vous allez perdre 13 milliards si vous vous séparez. Je viens de vous démontrer qu'on le rattraperait facilement. Oui, je suis d'accord, mais l'argument qu'on nous sert concernant le pipeline, c'est parce que ça va passer à travers les lacs, les rivières. Ça, c'est vrai. C'est l'argument environnemental qui prime, là, qu'on nous sert et qui est servi que les environnementalistes... En passant, c'est vrai l'argument environnemental. Moi, en passant, je suis je suis sûr qu'on s'en va vers une catastrophe là, avec les conneries qu'on fait à la grandeur de la planète. On est en train de détruire la planète, on va payer pour. Puis ça va être au 21e siècle. Ça ne sera pas dans 3000 ans. C'est trop rapide, ça va trop vite. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais mon point, c'est que le pétrole, et c'est pour répondre à la question de la dame, c'est que le pétrole, ce qui est important, c'est de l'amener sur les océans. Pour aller le vendre n'importe où, ça ne change rien. Si vous vendez le pétrole de l'Alberta en Europe, l'Europe va simplement arrêter d'acheter du pétrole d'Arabie Saoudite, puis l'Arabie Saoudite va le vendre en Chine, parce que ça se promène sur les océans. Le problème de l'Alberta, c'est que c'est un pays qui est enclavé, qui est coincé dans l'intérieur du continent, puis qui doit sortir son pétrole soit à travers les Rocheuses qui coûtent très cher, soit à travers les États-Unis où ils se font prendre 40% de la valeur de leur pétrole, soit par le Québec où ils peuvent nous l'imposer. Mais il faut construire le pipeline, hein, ça coûtait 12 milliards de dollars, ça a dû monter, c'est rendu à 15 milliards, mais c'est cher le pipeline Énergie Est. Et comme je disais tantôt, la géopolitique des pipelines, c'est une catastrophe pour les producteurs de pétrole, parce que tout le monde s'en sert pour voler. C'est pas voler, mais enfin, c'est changer les règles du jeu. Alors, c'est ça. Autrement dit, c'est sans importance de sortir par le Québec ou la Colombie-Britannique. La seule différence, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de descendre une pente que de passer par-dessus des montagnes qui ont 3000 mètres de haut. Ouais, mais... Tu sais, si tu parlais des Autochtones tantôt qui voulaient pas, mais tu sais, creuser un tunnel puis passer à travers la montagne. Ils peuvent pas passer un tunnel à travers... Pas pour un pipeline. Ça vaut pas la peine. C'est trop cher? C'est beaucoup trop cher. Là. On parle... C'est long, les Rocheuses. Là. C'est... Je sais pas combien. Alors, on le voit sur la c'est moins long à travers un tunnel que pour passer par-dessus. Non, c'est très, très coûteux faire un tunnel. Passer par-dessus, ça te prend des... Pour vous donner un exemple, ça a coûté 1,5 milliard. C'est ça en haut pour que ça redescende dans l'autre bord. C'est à San Francisco, ils ont bâti un tunnel pour le métro. C'était 1,5 milliard pour 3 km. Un affaire même, c'est ridicule. Fait que si vous mettez 1000 km, oubliez ça, là, c'est plus payant. C'est moins coûteux de mettre des stations de pompage. Ça se fait, surtout si le pétrole est suffisamment peu visqueux, c'est-à-dire très liquide. Mais de toute façon, c'est ce que je disais tantôt, c'est la loi de substitution. Si le pétrole monte trop haut, à cause des coûts environnementaux, à cause des droits de passage, à cause de tout ce qu'on peut mettre, la technologie, parce que le pétrole de nos jours, tout le pétrole qui était facile à aller chercher sur la planète, on a été chercher. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à aller chercher du pétrole à 3000 mètres de profondeur. Quand il y a eu l'accident là, dans le golfe du Mexique, les êtres humains ne pouvaient pas aller réparer parce que c'était trop creux. Un être humain ne peut pas survivre. Ils ont fait ça avec des robots. Fait qu'ils ont tout pollué. C'est pas réglé, hein? C'est une vraie catastrophe écologique. Alors, le pétrole, aujourd'hui, on va le chercher de plus en plus creux dans des sables bitumineux qui sont de moins en moins rentables. Alors qu'en Arabie Saoudite, ça coûte moins de 10 $ d'aller chercher du pétrole. Encore aujourd'hui, dans le champ de Gawar, là, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, c'est encore du très bon pétrole. Mais quand le pétrole facile a disparu, vous vous retrouvez avec un pétrole coûteux comme les sables bitumineux, ou le pétrole vénézuélien aussi, qui est un pétrole très, très lourd. Alors, le prix monte pour le produire, puis les coûts qui correspondent au nettoyage, aux assurances, aux droits de passage, les Autochtones dans les Rocheuses, ils veulent de l'argent. Alors, quand vous avez additionné tous les coûts, vous arrivez à un coût trop élevé, bien là, c'est la loi de substitution dont je parlais tantôt qui rentre en action. Puis les gens, ils se mettent à utiliser du solaire, de l'hydrogène. C'est quand même assez avancé, là, des voitures électriques. Il y en a beaucoup. Là. Moi, je dirais au moins 25-50 000 Québécois, 30 000 Québécois qui ont des voitures électriques aujourd'hui. J'avance ça comme chiffre n'importe comment, là, mais... c'est moins d'1% du parc automobile. Ouais, c'est quand même. Carl, est-ce que tu as commentaires, questions?
toi puis moi, François, au Journal du Soir. Puis, M. Nantel a décortiqué comme il faut le 13 milliards que plusieurs commentateurs politiques, plusieurs politiciens, dont Michel Gauthier la semaine dernière, ont sorti et ont essayé encore une fois là, de nous faire du chantage avec cet argument fédéraliste-là qui est la péréquation. Et à toutes les fois que j'entends ça, surtout de la bouche d'un ancien chef du Bloc québécois, ça me donne des boutons. Mais on me dit que M. Gauthier va avoir une job de sénateur. Et non, mais ça, OK, continue. On me dit que Scheer doit percer ailleurs que dans la région de Québec s'il veut faire passer son projet de gazéoduc au Québec. Puis, donc, on a, les gars, une campagne électorale au fédéral au Québec. C'est au Québec que ça va se passer. Parce que le gros point en litige, c'est l'Alberta qui l'a mis sur la glace. C'est la péréquation. Le Canada pétrolier veut remettre le Québec dans son trou et a utilisé l'argument si facile qu'on utilise depuis plusieurs années, un mythe canadien qui s'appelle la péréquation. Et j'ai demandé à M. Nantel, là, au début de la semaine, de venir aujourd'hui pour qu'il puisse vraiment expliquer comme il faut à nos auditeurs la supercherie que essaie de nous nous mettre en scène l'Alberta. Et là, les impacts que ça va avoir sur la campagne fédérale, ça va être très intéressant parce que on a un nouveau gouvernement ici au Québec. Puis François Legault, avant les fêtes, c'est le premier à avoir lancé la pierre en parlant de pétrole sale. Et c'est là qu'on a vu les commentateurs des masses médias sortir apeurés parce que M. Legault avait utilisé le mot pétrole sale. Parce que suite à ce que pendant la campagne électorale en Alberta, ils ont ressorti là, cette menace-là qu'on allait couper la péréquation. Puis l'autre chose, j'ai tenu à rappeler aussi comment les Anglais, entre autres, là c'est le cas des Albertains, comment ils aiment mettre la faute sur les Québécois pour des problèmes qui pourtant les concernent dans leur territoire à eux. Il y a juste nous autres là, qui n'acceptons pas le pétrole albertain, même au Canada. Puis, ce qui fait que l'Alberta est obligé de le vendre à rabais aux États-Unis. Puis, moi, M. Nantel, j'ai parlé aussi aux auditeurs de l'intérêt qu'on aurait à être indépendant, le Québec, en pacte. Est-ce que c'est juste moi ou le son saute? C'est terminé. Non, c'est plus... Ouais. On a quand même du côté... j'ai perdu mon idée, les gars. Excusez-moi. Mais... François... Écoutez, la chose dont je suis venu parler aujourd'hui, c'est précisément de ça. L'Alberta saute sur le Québec parce qu'ils nous contrôlent. Ils ne contrôlent pas les États-Unis, mais ça leur coûte 40% du prix mondial à chaque fois qu'ils vendent un baril aux États-Unis. Au niveau des Autochtones, à cause de la question morale, les Autochtones veulent de l'argent là, dans des montagnes rocheuses. C'est pour ça que le gouvernement fédéral a acheté Trans Mountain avec l'argent du Québec. Entre autres, 20% de ça vient du Québec. Le Québec, c'est parce qu'on ne peut pas se défendre. Alors, c'est sûr que les autres, ils disent, on vous donne la péréquation en échange d'énergie S. Ben, qu'ils aillent au diable, parce que les droits de passage, comme je viens de le démontrer, c'est beaucoup plus que toute la péréquation qu'on peut recevoir. Alors, le problème est un problème qui est de nature politique. Et là, actuellement, les libéraux, c'est ça, moi je dis souvent, les libéraux, c'est le seul parti naturel au Canada. Parce qu'ils donnent des bonbons à tout le monde, ils font rien, ils laissent aller, ils s'arrangent pour toffer leur mandat, puis ensuite se faire élire. Alors que les conservateurs sont drôlement pris. Et leur façon de gagner la prochaine élection, à chaque fois qu'ils gagnent un siège au Québec, ça compte pour 2, c'est-à-dire -1 pour les libéraux, +1 pour les conservateurs. Alors le Québec est très important. Or, s'ils disent qu'ils vont favoriser l'Ouest en forçant le pipeline énergie Est, ben là, les Québécois vont voter libéral. Et
Donc, ce que les conservateurs doivent faire, c'est très difficile à faire, c'est de jouer l'impôt unique au Québec. Parce que moi, ça me plaît beaucoup, cette histoire de faire juste un rapport d'impôt. J'ai essayé ça. Puis ça serait vraiment utile, parce que c'est celui qui a la main sur le sac d'argent qui décide. Puis si jamais on décide de faire l'indépendance d'ici 10 ou 15 ans, ben, ça serait drôlement utile que tout l'argent soit pris par le gouvernement du Québec, parce que là, on serait vraiment autonome au niveau de l'argent pour faire l'indépendance. Alors, si les conservateurs jouent au Québec habilement, ils vont jouer pour l'impôt unique, ce qui plaît à beaucoup de monde. Puis dans l'Ouest, en sourdine, ils vont dire qu'ils vont favoriser le pétrole. Mais il y a une contradiction, et c'est la contradiction typique du Canada, qui est un pays de l'accès ouest. Moi, je vais donner le truc aux conservateurs. Je vais leur donner le truc. Donner au Québec le rapport d'impôt unique, et ça sera fini de la péréquation pour le Québec. Mais il y a seulement 400 millions à faire d'économie avec... Oui, mais là, attends une minute, là, il y a 53 milliards à aller chercher. Là. On leur donne 53 milliards à Ottawa dans nos rapports d'impôt. Oui, mais... Avec les taxes. Oui, mais je pense que la taxe fédérale, c'est le Québec qui l'aperçoit. La TPS. C'est le Québec qui oui, l'aperçoit. Mais le point n'est pas là. Le point, c'est qu'il y a des dépenses au Canada. Puis ce qui se passe, c'est que la façon dont le Canada a été organisé depuis 260 ans, c'est qu'ils ont déplacé les gros salaires en Ontario. Il faut les payer. Alors c'est pour ça que je dis souvent, tout ce qu'il y a au Québec, c'est quelque chose qu'ils sont obligés de mettre si c'est au Québec. Alors que tout ce qui n'est pas nécessaire d'être mis au Québec, ils l'ont emmené en Ontario. Alors entre 1976 et 1979, quelque chose comme ça, il y a 267 sièges sociaux. 260, mettons, qui ont quitté le Québec vers l'Ontario. Puis les sièges sociaux, on parle de salaire à 100 000 150 000 Alors, si le Québec récupère, vous dites qu'ils vont récupérer... 53 milliards. 53 milliards. Bon, en tout cas, ça varie entre 50 et 60. Ils récupèrent tout cet argent-là, mais ils vont être obligés d'en renvoyer une partie au fédéral. C'est pas de l'argent... Ce qu'il faudrait rapatrier au Québec. Évidemment, comme je dis, celui qui a le contrôle, c'est le sac d'argent. Mais quand on va faire l'indépendance, une des premières choses qu'on va faire, on va rapatrier nos sièges sociaux, on va forcer les banques qui agissent au Québec à avoir une charte québécoise, on va éliminer les privilèges de la minorité anglaise qui sont complètement ridicules. On va... Ça, c'est pas sûr, ça. Ah oui, mais ça, c'est normal, là. On va le faire bien naturellement. Là. En passant, je parle pas de... On est assez bonasse ici au Québec. Oui, attendez à la crise. Allez-y. Au Québec, ça se joue entre trois en ce moment. Il y a Scheer, Trudeau, puis M. Blanchette. Puis les 78 comtés actuellement, moi, dans mon pointage, je vois les libéraux en recul. Il y a Scheer qui monte dans les sondages au Québec. Puis, par contre, on n'a pas eu son fameux plan environnemental où il devra expliquer dans sa plateforme environnementale. J'ai hâte de voir, là. Donc, on va voir la vision d'un Canada pétrolier versus un Québec vert qui, si on regarde à long terme les choix qu'on a fait au Québec depuis 50 ans sur notre façon de nous procurer de l'énergie ou d'en fabriquer, c'est nous autres qui avons le gros bout du bâton. Et le Québec, en étant indépendant, versus un pays comme les États-Unis et un dossier comme on vit actuellement avec l'Alberta qui veut passer un gazéoduc. Comme pays indépendant, c'est nous autres qui avons le pouvoir de négocier. C'est nous autres qui peut prendre des ententes. En attendant, on ne l'est pas, hein, mon Carl? Non, puis c'est ça, mais tu veux nous parler de quoi de plus proche que ça? Oui, mais on est rendu dans l'indépendance, puis elle n'est pas faite, mais là, tu veux nous parler de l'élection fédérale. Excuse-moi. J'aimerais ça te réaligner un petit peu. Merci, t'es fin. Puis regarde-nous quand tu nous parles, je trouve que tu as un beau visage. OK, merci. Puis, merci beaucoup, c'est mieux quand tu nous... Moi, l'idée, là, c'est... le gars, c'est parce que là, ma caméra aujourd'hui est haute, excusez-moi. Non, mais laisse-la haute, là, mais mets ta tête devant. OK. Monsieur Blanchette du Bloc québécois versus Trudeau, puis Scheer. J'aimerais entendre Monsieur Nantel. Comment vous considérez aussi les premiers mois de la chefferie de Monsieur Blanchette? Bon, je pense que c'est une question à deux niveaux.
les premiers mois de la chefferie de M. Blanchette, et 2, quel sera son comportement ou pendant la campagne électorale vis-à-vis des autres? Écoutez, moi, M. Blanchette, je le connais pas. Alors, je lui ai jamais parlé, je le connais pas vraiment. Je sais pas ce qui... Pour être franc, là, moi, tout le monde le sait, j'ai essayé d'être chef du Bloc québécois. Ce que moi, je voulais faire avec le Bloc québécois, c'est de m'en servir comme d'un haut-parleur de la notoriété d'être chef d'un mouvement indépendantiste pour pouvoir aller parler aux Québécois. J'avais même l'idée de ne pas me faire élire, de rester chef du Bloc québécois, puis de faire le tour du Québec pour parler aux gens, puis leur expliquer tout ce qu'on explique aujourd'hui, puis ce que j'explique dans mes vidéos, etc. L'idée, c'est que le Québec serait très gagnant avec l'indépendance. Bon, c'est ça. Le Bloc québécois, la seule utilité du Bloc québécois, à Ottawa, personne, ils parlent français en plus, à Ottawa, personne ne les écoute. Ils n'ont aucune influence sur le gouvernement, sur les fonctionnaires, c'est zéro. Alors, la seule utilité du Bloc, il y en a deux. L'utilité du Bloc québécois, c'est de faire la promotion de l'indépendance. Puis la deuxième, c'est de garder le fort en attendant qu'un parti québécois, un parti du Québec, fasse l'indépendance. Or, dans ces deux cas-là, le Bloc a de la difficulté à se positionner. Voter pour le Bloc, ben, c'est voter... écoutez, la grande majorité de leurs députés, là, on parle de 7 sur... au moins 7 sur 10, disaient, quand ils avaient fait Québec debout, qu'ils défendraient les intérêts du Québec, mais pas l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Ça a l'air d'être... l'idée, c'est que les gens vont voter pour eux parce qu'ils sont habitués de voter pour eux. Moi, je vois... le dernier sondage léger, qui n'est pas très bon parce qu'ils n'ont pas, une masse assez grande En tout cas, il disait que c'était 23%, ce qui m'a beaucoup surpris. Moi, je m'attends à ce que les conservateurs continuent de prendre du mieux au Québec, surtout s'ils défendent des valeurs plus traditionnelles, comme les conservateurs sont censés le faire. Il y a un agacement là, dans la population. Il y a également un autre phénomène du côté du Bloc québécois, c'est ce qui est arrivé au Parti québécois à la dernière élection. Le Parti québécois avait 21-22% dans les sondages, puis le jour du vote, 17%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de leurs électeurs qui n'ont pas été votés, qui ont dit, de toute façon, c'est raté pour cette fois-ci. Alors, moi... il y a quand même de leurs électeurs au Parti québécois qui sont allés à Québec solidaire dans la dernière semaine, parce que l'attaque de Jean-François Lisée, ça n'a pas été gagnant-gagnant contre Manon Massé. Puis il y en a qui ont été dit, tu veux l'attaquer comme ça, je vais aller voter pour elle. Ouais, mais ça a eu l'effet boomerang. Ouais. Peut-être, mais peut-être. Je ne sais pas. Parce que moi, ce que tu dis là, mais... Ce que moi j'ai sur les médias sociaux, c'est des gens qui continuent de sortir le vieux discours sur le Parti québécois, le Bloc québécois, il faut faire l'unité, il faut avoir des bonnes... Mais écoutez, dernière élection provinciale, j'ai pas voté, moi, pour le PQ, j'ai annulé. Puis dans ma famille, ils ont voté pour la CAQ. Moi, je voulais voter pour la CAQ parce que j'étais en colère, je n'ai pas été capable. Mais en passant, la CAQ m'a impressionné là, depuis qu'ils sont au pouvoir. Là, je veux dire, ils ont fait un bon travail pour défendre plusieurs des causes qui sont chères aux Québécois, qui sont chères à moi. Le français, la laïcité, tout ça. Mais en tout cas, le point, c'est que Jean-François Lisée, c'est très étonnant, j'ai lu quelque chose ce matin stupéfiant. Moi, je me plains tout le temps que les gens refusent, les dirigeants du mouvement indépendantiste refusent de parler des droits de passage. Eh bien, Jean-François Lisée a commencé à en parler. Il a fait un blog dans lequel il dit il faudrait taxer le pétrole qui traverse le Québec, puis mettre ça dans un fonds environnemental, faire pousser des arbres, de faire là. Puis il a écrit « J'ai pas voulu mettre ça dans la plateforme du Parti québécois, parce que là, il y a quelque chose d'un peu fumeux. Là. Mais c'est incroyable qu'il ait refusé de mettre ça dans la plateforme alors qu'il est convaincu qu'il aurait le droit de le faire. C'est stupéfiant. Mais en tout cas, c'est sûr. Ils ont bonnes idées après qu'ils ont pu... ils sont rentrés dans le mur, puis là, ils sortent ça. Puis les gars, l'autre question que j'ai posée à M. Nantel qui dit qu'on ne parle pas assez d'indépendance, je tiens à souligner que François Legault fait avancer beaucoup l'autonomie du Québec actuellement sans parler d'indépendance. Ce qu'il a mis sur la table
actuellement avec la loi sur la laïcité, le pétrole versus la péréquation. Je crois que la campagne fédérale aussi va être très provinciale parce que ceux qui influencent beaucoup au Québec, c'est pas Trudeau, ni Scheer, ni Blanchette actuellement, c'est François Legault. Ce que Legault va prendre comme décision va déterminer beaucoup aussi la campagne fédérale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je pense que Legault joue un rôle important. Legault, c'est un indépendantiste. C'est un gars qui aurait voulu que comme tous les chefs indépendantistes, puis ceux qui ont passé par là, même beaucoup de fédéralistes, ils voudraient que ça soit fait, mais ils ne veulent pas le faire. Alors, parce qu'ils y croient plus, pour ci, pour ça, en tout cas pour des raisons de trouver une job, etc. Mais j'ai toujours cru que François Legault, il a fait le budget de l'an 1, là, en 2005. Ça fait pas longtemps, puis il était convaincu que ça serait payant. Puis là, ben, il se rend compte qu'ils mettent des bâtons dans les roues au Canada. Alors, si on se retrouvait avec la situation, Robert Bourassa s'est retrouvé au lendemain du lac Meech, où il y avait eu 66%, il y avait une flambée, 66% de Québécois qui disaient « Allons-y, on fait l'indépendance ». Bourassa ne l'a pas fait, parce que s'il avait essayé de le faire, le Parti libéral aurait explosé. Mais la CAQ ne sauterait pas. En fait, il y aurait automatiquement un regroupement, notamment, surtout si c'est pour le pétrole. Québec solidaire, Parti québécois, la CAQ se regrouperait, Québec solidaire pour défendre l'environnement. Ça serait un regroupement là, en fonction d'un problème précis. Puis un coup qu'on est indépendant, ben là, le Québec évolue comme il veut. Si les gens veulent il ne faut devenir... pas oublier aussi que la CAQ, c'est le successeur de l'ADQ. Hein? Oui. Et puis l'ADQ a appuyé Louis en 95. Denis Monnière a fait un truc qui est intéressant. J'avais été à une de ses conférences, puis il expliquait que dans les sociétés où c'est polarisé, indépendantistes fédéralistes ou extrême gauche, extrême droite, ou comme en France, là, gauche-droite, il dit ça ne peut pas durer parce que c'est trop polarisé. Il dit la tendance, c'est d'aller vers le centre. Alors, les deux groupes polarisés évolue vers le centre. C'est ça qui est arrivé au Québec. En fait, ce qui est arrivé, c'est que les partis indépendantistes ont couru après pour devenir vers le centre, alors que les libéraux ont tenu leur bout. La CAQ a fait la même chose. Et c'est le centre. Les gens essayent d'aller au centre. Mais ça prend une crise, ça prend un problème, comme là, on a le problème du pétrole. C'est ce que je vous dis, c'est que le Canada est un pays artificiel. Ça ne peut pas durer. Oui, mais il y a la laïcité qui va faire une sorte de confrontation entre le multiculturalisme et la laïcité. Ben là, oui, mais le multiculturalisme, c'est pas quelque chose de naturel. Non, les êtres humains... mais accepter que les acteurs politiques, puis on l'a vu dernièrement quand la CAQ a déposé son projet de loi, il y en a qui ont commencé à faire des manifestations, une bande d'extrémistes. Et ça, les extrémistes, il faut se souvenir, les extrémistes parfois peuvent faire basculer des choses. On se souviendra du fameux drapeau du Québec qui a été piétiné à Sault-Sainte-Marie. Ah ben ça, je t'en parle encore, c'est quoi, 25 ans de ça? Ça a fait... ça a choqué bien des Québécois et ça a eu un effet, mais ça a un effet sur la majorité. Le multiculturalisme, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des immigrants qui ne sont pas encore intégrés. Ouais. C'est rien d'autre que ça. Ce que vous avez actuellement au Canada, vous avez eu un problème de dénatalité. Là, on est en décadence. Puis les gens n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Puis quand les gens prennent leur retraite par millions, les baby boomers, il y a des emplois qui se libèrent. Puis là, vous avez des gens qui viennent de partout dans le monde pour occuper ces emplois-là. Ouais. Puis là, la première génération, c'est connu, il reste des étrangers, mais qui vivent dans le pays et qui s'adaptent. La deuxième génération, née au pays, font 3/4 du chemin. Puis la troisième génération est complètement intégrée. D'ailleurs, la troisième génération, ça a tendance à être un mélange d'Irlandais, de Noirs, d'Asiatiques. Je ne sais plus. J'ai vécu au Brésil, on était tellement mélangés. Des fois, ma femme elle me disait, va-t'en à la porteria, va-t'en à la porte d'entrée du condo, puis va demander aux Noirs qu'il y a là-bas. Puis je disais, de qui tu parles? Tout le monde a du sang noir, veut dire. Ce qu'elle voulait dire, c'est le noir qui était vraiment très, très noir. Bon. Alors, quand vous avez la troisième génération, il n'y en a plus de multiculturalisme. Puis le multiculturalisme au Canada, c'est une farce qui sert à détruire le Québec. Bon. Quand je parle des droits de passage, je fais que le Québec est un pays de passage. Là. Le Canada est bâti autour du Québec.
C'est le Québec qui est le noyau central. Or, c'est un noyau central qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas la même culture, puis dont les intérêts sont nord-sud. Alors, vous avez un problème de distorsion au Canada qui ne peut pas durer éternellement. Ben, qui ne peut pas durer éternellement. Jusqu'à maintenant, ça dure. Hein? Mais éternellement, c'est un peu long, 1 million d'années. Là. Mais en tout cas, j'exagère. Mais 1 million, là. J'espère qu'on va faire l'indépendance du Québec avant 200-300 ans. Moi, je vais même plus loin que ça. Je dis aux gens, si les Québécois ne le font pas, c'est les Américains qui vont le faire. Les Américains vont avoir besoin, à un moment donné, on parle d'un autre système économique, un autre système politique, là, une dictature, par exemple. C'est pas impossible dans 1000 ans, dans 500 ans, ou même dans un siècle. Alors, ils envahiraient le Canada, puis la première chose qu'ils feraient, ils élimineraient Ottawa, qui est une ville artificielle. Alors, mais ils n'élimineraient pas le Québec. Il y a un livre, un Américain qui s'appelle Garreau, je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais je vais en reparler parce que c'est très intéressant. Il a écrit « Les nations d'Amérique du Nord ». Puis dans les nations d'Amérique du Nord, lui, il refaisait les frontières stupides, là, artificielles de l'Amérique du Nord. Puis il y avait 9 nations, puis une de celles-là, c'était le Québec. Il y avait une nation pour les prairies, il y avait une nation pour la Californie, etc. Alors, il y a quelque chose de naturel. Ben, ce qui est le plus naturel, c'est le territoire. Ben, c'est ce que je dis. Alors, vous avez un territoire naturel qui est au Québec, autour des basses terres du Saint-Laurent. Ça, c'est à l'échelle québécoise, nationale. Puis vous avez une deuxième réalité, qui est la réalité continentale. Ce qui n'existe pas, c'est le Canada. Le Canada, ça n'existe pas. C'est tellement vrai, comme je le dis souvent. Vous avez des régions au Canada que tout le monde connaît, que tout le monde nomme, qui n'ont pas de réalité politique. Les maritimes, les prairies, le nord. Comment se fait-il que... C'est parce que ça, c'est des réalités. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vraie réalité. Puis vous avez ce que l'histoire a plaqué, des frontières que l'histoire a plaquées sur le territoire, qui fait que vous avez l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, avec des belles frontières droites qui traversent n'importe quoi. Bon, alors, un pays artificiel ne peut pas durer. Puis là, on est là-dedans, là. Vous avez une opposition importante entre l'Ouest, où la population augmente, le pourcentage de la population canadienne dans l'Ouest n'arrête pas d'augmenter. Vous avez la Colombie-Britannique qui n'en a rien à foutre. La Colombie-Britannique pourrait être un pays indépendant, puis ça fonctionnerait parce qu'ils sont tournés vers le Pacifique. Vous avez l'Alberta puis la Saskatchewan qui ont du pétrole, qui s'opposent au Québec, qui lui en a rien à foutre non plus. Puis vous avez les maritimes qui regardent ailleurs. Fait qu'à long terme, c'est inévitable les tensions qu'on vit présentement. Jusqu'à il y a environ 30 ans. Puis il y avait un mouvement continu d'est en ouest en Amérique du Nord. Au début, c'était des Britanniques, puis après, c'était des Européens. C'est des Européens qui partaient d'un continent surpeuplé et pauvre, qui venaient dans un continent vide et riche. Et il y avait un courant d'est en ouest qui faisait que le melting pot fonctionnait, malgré les Rocheuses, malgré les divisions nord-sud du continent. C'est fini, ça. De nos jours, c'est les axes nord-sud qui gagnent, puis c'est tellement vrai que en Californie, la majorité des bébés qui naissent sont latinos. C'est 20% des enfants qui naissent qui sont des Européens, d'origine européenne. C'est ce que les Américains disent, c'est du racisme. Des Blancs non hispaniques. C'est complètement fou. Un Blanc, c'est un Blanc. Un Hispanique blanc, il est blanc. En tout cas. Alors, le résultat, c'est que vous avez en Amérique du Nord, le mouvement de melting pot d'est en ouest a disparu. Le multiculturalisme qui fonctionnait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui venaient de partout en Europe qui se mêlaient puis qui devenaient un peuple américain, s'est arrêté. Et là, c'est la géographie qui est en train de diviser l'Amérique du Nord en morceaux. Alors, le multiculturalisme, c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Un peuple, la raison pour laquelle un peuple fonctionne, c'est qu'il s'installe dans une cuvette, dans un territoire isolé, que ce soit une île, que ce soit l'Arménie qui est dans une cuvette, que ce soit le Québec, les basses-terres du Saint-Laurent. Puis les gens, j'en parlais tantôt, ce qu'ils font pendant des siècles, c'est ramasser des 5 cents, des 10 cents, des 25 cents, continuellement. Alors, ils essayent d'isoler la maison, pas perdre trop d'argent, ils essayent de mettre les lumières, le meilleur endroit pour en avoir moins bon. Et le résultat de ça, c'est qu'un peuple qui s'installe dans un pays naturel organise tout pour que ça devienne de plus en plus économique. À la fin de ça, vous avez un peuple qui finit par exister. Alors, le multiculturalisme ne peut pas marcher parce que la sexualité est un système de métissage. Alors, tous les gens qui habitent dans un territoire finissent par se mêler, par former un peuple, par avoir une langue, une religion, un système. Bon, ce qui ne peut pas fonctionner, c'est ce qu'ils essayent de faire au Canada. On fait venir des gens de partout,
On va leur dire, gardez votre culture, puis gardez vos religions, puis gardez ci, puis ça va durer pendant 10 000 ans. Voyons donc, ça ne marchera pas. Il reste quelques minutes, Jean-Jacques, Carl. Ah, mais les gars, mais je tiens à vous dire que nos adversaires fédéralistes, eux, le multiculturalisme, fonctionne au Québec. Puis on en vit les conséquences, puis avec le débat sur la laïcité, on voit l'état de la situation. C'est ce que ça nous permet de faire. Puis on est là, dans un... Moi, je le dis, M. Nantel, on est dans une période où l'histoire peut s'accélérer rapidement avec un dossier aussi chaud que le pétrole, tout le pouvoir qu'il y a en arrière de ça, puis la Fédération canadienne qui est en jeu face à un Québec, c'est pas de notre faute si on a fait des choix environnementaux puis qu'on a un réseau hydrographique avec un potentiel qui pourrait... moi, je suis d'accord, François, on peut en vendre de l'électricité aussi aux Ontariens. On mais on peut en vendre, mais ils n'en veulent pas. Oui, je sais, c'est ça. Ils n'ont même pas voulu qu'on achète leur compagnie au Nouveau-Brunswick, je pense. C'est intéressant de voir que le Canada, à long terme, va nous coûter très cher si on reste avec. Le nucléaire en Ontario qui coûte cher, la pollution que ça fait actuellement en Alberta, puis l'autre chose aussi, si les gazéoducs fonctionnent bien, si les trains fonctionnent bien, on parle pas juste d'1 milliard 100 millions de barils, 1 million 100 000 barils par jour. Ils vont doubler ce montant cette quantité-là. Tant qu'ils vont pouvoir. Tant qu'ils vont pouvoir. C'est ça. Donc, il faut tout de suite négocier pour nos enfants un droit de passage pour qu'il y ait une conséquence. C'est une quantité X. Parce que si on laisse passer ça là, ça va être très difficile de revenir en arrière. C'est l'héritage. Mais là, on parlait du multiculturalisme tantôt. Moi, je le dis souvent, toute la question, c'est une évidence, toute la question de l'indépendance au Québec est reliée directement à l'immigration. Ça fait 260 ans que c'est ça le plan, de faire venir des gens de l'extérieur. Mais ça fait 260 ans qu'ils ont ça comme plan. Alors, c'est ça qui bloque. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre au Québec, puis je le comprends qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'immigration, c'est pas éternel. Moi, j'ai vécu en Chine 3 ans. Je vous dis, là, c'est une explosion économique. Dans quelques années, les Chinois ne viendront plus ici. T'as craint qu'ils vont venir avec des rues toutes défoncées. Vous vivez en Chine, puis vous avez... S'ils se sauvent de la Chine, c'est pour éviter de se faire voler leur argent par le gouvernement chinois. Alors, le reste du monde est en train de s'enrichir et le reste du monde est en train d'arrêter de faire des enfants. Et les deux principales causes de l'immigration massive qu'on vit sont en train de disparaître ailleurs dans le monde. Donc, on verra la suite des choses parce qu'il ne nous reste plus de temps, Jean-Jacques, mais on va se donner rendez-vous pour... très prochainement pour une question surtout qu'Hugo Girard nous a posée. Il parlait de l'eau douce. Oui, moi Nantel, aussi j'ai trouvé ça intéressant comme question. Vous nous parlez de la géopolitique de l'eau douce pour le Québec. Est-ce que les États-Unis vont bientôt vouloir acheter massivement de l'eau douce québécoise? On va en reparler plus tard parce qu'on a commencé 15 minutes en retard, mais là on finit 15 minutes plus tard. C'est pour permettre à Jean-Marc de faire le montage pour que ceux qui vont nous écouter en balado ou en différé vont pouvoir que ça puisse rentrer dans 2 heures. Sinon, si on excède, ben là, ça ne fonctionne plus. Et là, c'est Jean-Marc qui va nous gronder. Jean-Jacques, c'est à une prochaine fois. Je m'excuse. Non, mais la question était bonne. Ça fait en sorte que tu vas venir en studio. Pas de problème. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Au revoir. Merci, Carl. Hey, merci. Puis effectivement, jeudi prochain, si M. Nantel est disponible, on va récidiver parce que j'ai encore plein de questions. Puis il y a plein de potentiel pour faire connaître la géopolitique puis tout ce qui s'en vient là on va suivre ça attentivement, M. Nantel, toi, François, au Journal du Soir. Puis jeudi, M. Nantel va venir nous va nous sortir les chiffres parce que souvent j'émets des opinions. Puis c'est pas pire, M. Nantel. Ce que vous avez dit ce soir, François me disait que j'avais bien appris mes leçons. C'est le message que vous lancez, que j'essaie de répéter puis d'analyser à ma façon. Puis pour faire... La manière que tu parles, t'es rendu un groupie de Jean-Jacques, c'est ça? Oui, puis pour faire réaliser le potentiel que les Québécois ont, c'est ça que moi, je trouve qu'on passe à côté de ça. Puis M. Legault, puis tout ce qui se fait en politique en ce moment provincial,
provincial, fédéral. C'est bien encourageant, surtout avec votre angle d'attaque, M. Nantel. Moi, Carl, je vois un gros potentiel. Merci. Merci, Carl Brochu, Jean-Jacques Nantel. Et au micro, François Saint-Loup. On se reparle lundi soir prochain. Carl va être là dimanche matin. Et demain soir, n'oubliez pas les demandes spéciales en français, s'il vous plaît, suivi de Tout le monde ne parle en compagnie de l'équipe de Joseph Martin-Lamontagne, Marie-Hélène Boucher et de Sylvain Guay. Salut tout le monde, à la prochaine. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.